Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo sur l'école qui est en fait la suite de la vidéo qui est sortie il y a quelques jours sur la curiosité à laquelle je vous renvoie si vous allez être perdus. Nous y avions vu rapidement pour vous rappeler des éléments de définition de la curiosité qui est naturellement présente chez les enfants et nous avions constaté, grâce notamment à l'exemple d'Einstein, qu'il s'agit d'une qualité majeure dans la vie mais qu'une partie de sa définition, le désir de connaître, est plutôt réprimée par l'école. Et donc je vous propose de regarder dans cette vidéo pourquoi, en nous focalisant sur l'école française actuelle. Bémol immédiat, je vous rappelle que cette vidéo, comme les autres, ne reflète que mon opinion, qui est non exhaustive, sur ce sujet. Donc voilà, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, puis j'ai le droit de me tromper. Donc, en avant pour l'école actuelle, en France, donc son fondateur, je vous le mets ici, il s'appelle Jules Ferry, et les premières lois sur l'école sont votées en 1881-1882, donc c'est une école qui a environ 140 ans. Je vous propose de faire d'abord connaissance avec lui, alors avec un extrait de son discours devant la Chambre des députés le 28 juillet 1885, c'est quelques années après avoir créé l'école, intitulé « Les fondements de la politique coloniale », donc extrait de discours qui n'a aucun rapport avec notre sujet, juste pour placer que Jules Ferry, c'est tout à fait vérifiable historiquement, est un raciste, vous allez voir. Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai. Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Ça, c'est Jules Ferry qui était colonialiste, militant, engagé, et qui considérait que les peuples vivant en dehors d'Europe étaient inférieurs, et qu'il fallait du coup les civiliser, que nous étions supérieurs, il y avait des droits vis-à-vis d'eux. Même si la notion de racisme n'existe pas en tant que telle à cette époque-là, j'aurai l'occasion de parler, je ferai sans doute un épisode précis sur le sujet, le racisme, parce qu'aujourd'hui on évoque ça pour tout et pour rien. Le racisme est une notion qui a été inventée par quelqu'un de précis, dans un objectif précis, et je parlerai de tout ça plus tard. En attendant, donc voilà, le fondateur de l'école actuelle française est un colonialiste et un raciste au sens actuel. Je vous propose maintenant d'écouter un extrait qui va considérer notre sujet, de l'égalité d'éducation, une conférence qu'il donne le 10 avril 1870, environ 10 ans après avoir commencé à créer l'école, à propos de ce qu'il envisage de faire avec la continuité de la création de l'école à l'époque. Écoutez ça. « Je ne viens pas prêcher je ne sais quel nivellement absolu des conditions sociales qui supprimerait dans la société les rapports de commandement et d'obéissance. Non, je ne les supprime pas, je les modifie. » Donc là, cette partie de discours nous apprend qu'il n'y a pas d'idée d'égalitarisme chez lui. Son but est de modifier, sans les supprimer, les rapports de commandement et d'obéissance dans la société. Ça c'est lourd comme thèse, ça signifie que déjà c'est quelqu'un qui assume qu'il y a des inégalités, qui assume qu'il y a des gens qui dirigent et d'autres qui sont dirigés, qu'il y a des gens qui donnent des ordres et d'autres qui sont obéis, et il est là non pas pour supprimer ce principe, mais pour le modifier. Vous allez voir un petit peu ça, qu'est-ce qu'il entend par là. Donc je vous propose maintenant d'écouter un extrait d'un de ses discours à la Chambre le 28 juin 1879 à propos du rôle du professeur d'école. Si il, en parlant de l'État, lui convient de rétribuer des professeurs, ce n'est pas pour créer ni répandre des vérités scientifiques. Ça doit vous surprendre, on nous dit toujours que l'école est là pour nous inculquer des connaissances. Il semble dire que c'est pas ça. Ce n'est pas pour cela qu'il s'occupe de l'éducation. Il s'en occupe pour y maintenir une certaine morale d'État, une certaine doctrine d'État, indispensable à sa conservation. Donc le rôle du professeur n'est pas de répandre des connaissances, mais de permettre à l'État de survivre. Écoutons d'ailleurs l'analyse de l'historien Henri Guillemin à propos des lois scolaires de Jules Ferry. Accrochez-vous. Je vous présente Henri Guillemin, un historien majeur, central, pour la perception et la compréhension du XIXe siècle. Dans sa conférence « L'autre avant-guerre », dans la partie 2/13, intitulée « La République des Républicains », après nous avoir rappelé la nécessaire lutte contre l'analphabétisme et la laïcisation de l'enseignement, qui sont des choses sur lesquelles je ne porte pas de regard ici, et l'analphabétisation semble quand même être quelque chose de tout à fait utile, pertinent, heureux. Il nous explique l'arrière-pensée des lois scolaires de Jules Ferry. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'arrière-pensée qu'il poursuivait Ferry. Et ça, presque jamais on ne le dit. C'est pour ça que je tiens beaucoup à vous l'expliquer. Ferry est un homme intelligent et il se rend compte qu'il y a des dangers sociaux qui grandissent. Alors, je vous fais ici un bref résumé des dangers sociaux. Le retour des communards. Vous savez qu'en 1870, pour ultra simplifier ce qui s'est passé en France, un groupe d'individus bien intentionnés à l'égard du peuple et des justices sociales s'est retrouvé au pouvoir très temporairement. Leurs opposants,
plutôt en faveur de la société, du maintien des inégalités très fortes des riches et des pauvres, se sont regroupés, ont monté une armée, ont attaqué la ville de Paris, ont tué 30 000 personnes en quelques jours, et en ont tué 30 000 dans les 10 ans qui ont suivi de répression. Ça, c'est ce qui s'est passé. Et là, nous sommes dans les années 1880, donc ça, c'est un peu terminé, ça fait 10 ans que ça s'est passé. Et du coup, Jules Ferry va essayer de réagir à ça. Il va donc essayer de faire ce qui s'était produit en France en 1850 grâce à quelqu'un qui s'appelait De Falloux. Alors là aussi, je donne brièvement un contexte, c'est pas le but, vous inquiétez pas, je vais pas vous perdre avec ça. C'est-à-dire au lendemain des journées de juin 1848, encore une journée précédente où l'on avait donné une première leçon au prolétariat en tirant au canon sur les maisons ouvrières. C'était une autre fois où le peuple s'était un peu révolté. Je passe ces détails, je simplifie à mort. En 1848, les riches les avaient massacrés. Donc il y avait eu une réaction qui était la loi de Falloux, qui était une réaction un petit peu différente de celle qui va arriver aujourd'hui avec Ferry. Écoutez ce que dit Henri Guillemin pour la suite. Suite à ces événements, De Falloux avait dit « Pour le présent ça va, et la classe ouvrière est matée, elle ne bougera plus. Mais quand on est sage, il faut penser à l'avenir. L'avenir, c'est l'instruction, c'est la jeunesse. » Alors il avait fait la loi dite la loi Falloux. Donc ça, c'est en réaction aux révoltes populaires de 1848. Cette loi mettait tout l'enseignement primaire et secondaire entre les mains et sous le contrôle de l'Église. Et ce que l'on demandait à l'Église naturellement, c'est avant tout de faire bien son travail, et son travail, c'est d'apprendre la résignation aux démunis. De leur dire « Oh, vous savez quelle chance vous avez. Oh, vous n'êtes pas très heureux sur la terre. Bien alors de l'autre côté, quelle prodigieuse récompense. » Et cela avait marché pendant un certain nombre d'années. Malheureusement, entre 1850 et 1880, l'évolution s'est faite, les gens y croient de moins en moins, l'audience du curé est minime, l'histoire du paradis, ça ne marche plus sur beaucoup de gens, il faut trouver quelque chose d'autre. Ce que nous apprend Henri Guillemin sur l'histoire du 19e siècle, c'est qu'en 1848, les pauvres en gros se sont remués, les riches les ont réprimés, puis ils ont axé l'enseignement des pauvres avec l'idée du paradis à la fin des jours s'ils se comportaient bien, c'est-à-dire leur apprendre la résignation avec une promesse de paradis une fois qu'ils étaient morts. En 1870, les pauvres se sont à nouveau révoltés. Ils ont été massacrés à coups de canon, mais l'enseignement religieux et le paradis à la fin de le jour, du coup, ça marche plus sur eux pour les tenir tranquilles. Il faut donc trouver quelque chose d'autre. Alors Ferry va substituer l'instituteur au curé. Ces instituteurs vont recevoir des ordres très précis sur ce qu'ils ont à apprendre aux enfants. Là, je vous résume rapidement un exemple illustrant ce que Ferry espère inculquer aux enfants, et pour vous le synthétiser sous cette forme-là, ce serait trop long de citer Henri Guillemin, en paraphraser pendant longtemps. En gros, c'est le respect de l'ordre, le goût des économies, la patience et le goût des efforts. Pour vous amener directement à la conclusion d'Henri Guillemin que je vais vous dire. Vous avez compris le jeu. Autrefois, on leur disait aux pauvres, paradis à la fin de vos jours. Maintenant, on leur dit, si vous êtes bien sages et bien dociles et bien obéissants, eh bien vous accéderez à cet autre paradis, un peu plus concret, qui est le paradis bourgeois. Ferry est un homme qui ne cesse de répéter aux ouvriers, faites des économies, parce que vous savez, le capital, c'est du travail accumulé. Écoutez maintenant les instructions de Pécaud, un instructeur général travaillant au ministère, donc sous les ordres de Ferry, destiné au président des instituteurs de la Seine, donc celui qui chapeaute tous les instituteurs qui sont aux alentours de la Seine, à l'époque vers Paris. Ce qu'il faut que vous appreniez avant tout aux enfants du peuple, c'est la tempérance, la sobriété, l'économie rigoureuse, la privation obstinée des commodités de la vie et des plaisirs. C'est une phrase qui fait froid dans le dos. Ce qu'on est en train de comprendre là, c'est que Jules Ferry se dit, pour faire tenir tranquille les pauvres, qui se révoltent pas, qui restent pauvres et qui se maintiennent dans leurs conditions, faut plus leur faire croire qu'il y aura paradis à la fin de leur jour, maintenant il faut leur faire croire qu'ils accéderont au paradis bourgeois s'ils suivent ce qu'on leur dit. Et du coup, il faut donner des instructions précises pour que tous les enfants du peuple apprennent la sobriété, l'économie rigoureuse, la privation obstinée des commodités de la vie et des plaisirs. C'est même pas édulcoré sous un jargon comme aujourd'hui, on ne parlerait plus comme ça. À l'époque, les dirigeants très riches des gouvernements, etc., ils n'avaient pas conscience que la majorité des individus pourraient avoir accès à de telles connaissances. Aujourd'hui, c'est noyé sous un jargon incompréhensible pour que le lambda moyen du peuple pense qu'on lui veut du bien. Mais là, c'est carrément dit textuellement. La privation obstinée des commodités de la vie et des plaisirs. C'est des bourgeois cyniques qui demandent absolument que le bas peuple croit un mensonge qui les amène à se priver obstinément de tout ce qui est heureux pour eux.
Je crois que c'est clair, hein. Ce qu'il veut, c'est un dressage. Ce sont des instituteurs qui sont des prolétaires en veston, car ils sont très mal payés, qui sont préposés au dressage, des prolétaires en blouse. Et la plupart de ces pauvres types ne se rendent pas compte, vous savez, il y a eu des générations d'instituteurs très mal payés, pleins de dévouement, parce qu'ils pensaient à une république avec une majuscule, sans se douter de ce qu'on leur faisait faire. Ce que tout ceci nous apprend, c'est que l'objectif de l'école n'est certainement pas, pour répondre au regard sur la vidéo précédente, de satisfaire la curiosité des individus. Ça n'est même pas là de leur apprendre des connaissances scientifiques, Jules Ferry nous le dit clairement. C'est de leur apprendre la privation obstinée des commodités de la vie, l'obéissance, la tempérance, la sobriété, les économies rigoureuses, sous couvert de l'idée qu'ils obtiendront comme ça un paradis un peu concret vers la fin de leur jour, qui est le paradis bourgeois, d'accéder en gros à la consommation bien matérielle. Après vous avoir dit que Jules Ferry était colonialiste et raciste au sens actuel, je recite ici « Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai, il faut dire ouvertement qu'en effet les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je viens de vous montrer qu'il utilise l'école pour le maintien d'une société inégalitaire en inculquant des valeurs de soumission sociale aux enfants du peuple français tout entier par l'intermédiaire de ses lois scolaires. Je me permets de vous rappeler que l'institution scolaire mise en place par Jules Ferry est toujours présente en France aujourd'hui et que pas moins de 642 établissements scolaires portent son nom sur 67 000 existants en France en avril 2015. Et pour conclure à son propos, il me paraît être de mon devoir de vous dire qu'il a participé à la suppression de la loi du 18 novembre 1814 sur le repos dominical, ouvrant le droit d'exploitation des ouvriers français 7 jours sur 7. Avant, ils avaient le droit de se reposer au moins le dimanche. Voilà, l'homme créateur de l'institution scolaire pour laquelle le peuple français amène ses enfants tous les jours. Et qui là, en plus, très récemment dans l'actualité, il vient d'être rendu obligatoire dès 3 ans. Et nous l'avons tous subi, cette institution-là. Mais si, pour en revenir à notre sujet, la plupart des instituteurs ne se rendent malheureusement pas compte de ce qu'on leur fait faire, comme nous l'a dit Henri Guillemin, heureusement, certains d'entre eux sont lucides. L'exemple d'un professeur, Henri Rorda, professeur de mathématiques de 1870 à 1925, qui a écrit un petit livre que je vous conseille de lire, qui est incroyable. Le pédagogue n'aime pas les enfants. Publié en 1917, il y a 103 ans. On a l'impression, à certains aspects, pas tous, bien sûr, il y a des améliorations, forcément, il y a des évolutions, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, de toute institution sur 100 ans, ça ne peut pas rester figé. Mais quand même, certains de ces aspects sont toujours criants de vérité. Je vous cite ici. Chaque année, ici et là, devant le public sans méchanceté des grandes fêtes scolaires, des orateurs rassurants définissent en termes nobles la tâche du pédagogue. Mais celui-ci, fonctionnaire timide, inculque à ses élèves le respect et la docilité qui les pousseront toujours à faire comme les autres. L'école nous immobilise durant des milliers d'heures dans l'attitude de l'écolier qui écoute ou qui fait semblant. Nos élèves sont dociles, ils doivent être polis. Ils ont l'air de nous suivre, nous continuons. Et si l'un d'eux regarde furtivement sa montre, il a tort. Si on y réfléchit, j'ai pas honte de dire ça, et j'assume ça, c'est un système de torture. Hein. On oblige la totalité des individus durant leur développement, entre 10 et 20 ans, hein, ça dépend, soit du système scolaire, au bout d'une dizaine ou une vingtaine d'années, si on fait des études très courtes ou très longues, à écouter docilement ce que l'institution scolaire a décidé que nous devrions apprendre sur le jour même. Il n'y a pas, aujourd'hui ça s'est un peu amélioré cet aspect-là, mais il n'y a pas, comme je le disais dans la vidéo précédente, il n'y a pas de prise en compte de la volonté individuelle. Si un individu a envie de s'intéresser à n'importe quoi, pourquoi y a des fourmis dans la cour de récréation, pourquoi des cafards grimpent au mur, pourquoi non, c'est pas ça qu'il faut apprendre aujourd'hui, on apprend les règles de français, des participes passés, tu te concentres, tu écoutes ça. Pendant des milliers d'heures, durant 10 à 20 ans. Comment voulez-vous qu'une telle institution satisfasse la curiosité des individus et nous produise des Einstein en quantité? Einstein, d'ailleurs, rappelez-vous la vidéo précédente où je vous ai expliqué qu'il va s'insurger très très tôt contre cette soumission à l'autorité scolaire. Et il n'en démordra jamais toute sa vie. Et plus tard, il dira, mais c'est injuste. On n'a pas à soumettre des individus à autant de pression, à autant d'ordre, à autant de contraintes.
Il passera pour un élève dissipé et il finira par être exclu du système scolaire. Alors il est parfaitement vrai de dire qu'Einstein n'a pas été à l'école en France, bien sûr, hein, mais globalement ce principe est relativement commun aux écoles du monde occidental. Et dans la vidéo qui suit, je vous parlerai de quelqu'un qui là pour le coup est français et qui a un regard tout à fait proche de ça. Concrètement, le témoignage d'un professeur nous montre que son rôle semble bien être d'apprendre le respect, la docilité, le mimétisme, la soumission à l'autorité et l'obéissance à l'enfant. Alors nous avons vu que, pour conclure pour cette courte vidéo, que le fondateur de l'école actuelle française, Jules Ferry, est un colonialiste et un raciste au sens actuel qui a participé à la dégradation des conditions de travail du peuple français à son époque en supprimant le repos du dimanche. Son but est de modifier sans les supprimer les rapports de commandement et d'obéissance dans la société. En clair, plus on va réussir à l'école, plus on va être hiérarchiquement élevé dans la vie. Je ne fais que ébaucher ça, j'en parlerai beaucoup plus longuement dans la vidéo qui va suivre. Le rôle du professeur n'est pas de répandre des connaissances, mais de permettre à l'État de survivre en apprenant le respect, la docilité, le mimétisme, la soumission à l'autorité et l'obéissance à l'enfant. L'arrière-pensée de Jules Ferry, nous le savons grâce à Henri Guillemin, est d'apprendre la résignation aux démunis, en les amenant, grâce au rêve du paradis bourgeois, à accepter avec obstination la privation des commodités de la vie, ainsi que le goût des efforts. Une sorte de moyen de prévention des révoltes futures. Délivrer des vérités scientifiques et des savoirs de base semble plutôt être à la fois le moyen et la caution morale des véritables objectifs de l'école, et non son objet principal. Entendons-nous bien, délivrer des vérités scientifiques et des savoirs de base, c'est quelque chose de formidable. Mais c'est pas le but premier de l'école, en tout cas pas tel que Jules Ferry l'a conçu, et pas dans ses objectifs prioritaires. À ce stade, et ce sera pour la vidéo qui suit, j'aimerais que l'on se concentre sur ce que j'appellerais le sésame de l'école, le diplôme. Alors, avant d'aborder le sujet du diplôme dans une prochaine vidéo, j'aimerais vous rappeler que ceci n'est que mon opinion, que certes j'amène des individus et des sources et des réflexions qui viennent pas toutes de moi, mais ça reste mon opinion, je suis qu'un être humain, j'ai le droit de me tromper, et donc restez prudent par rapport à ce que je vous dis, faites-vous votre avis, restez curieux, pensez par vous-même, et ne me croyez jamais sur parole. Voilà, ces précautions prises, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis salut à la prochaine fois. Merci.